Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler des différences entre être raisonnable et être rationnel en investissement. Donc on va prendre un peu le contre-pied de quelques thèses d'investissement ou idées qui sont souvent euh, émises ou qui sont souvent discutées, c'est-à-dire qu'en investissement, il faut être super rationnel, il faut pas avoir d'émotion, il faut être froid, il faut changer de stratégie dès que c'est plus adapté ou se séparer de l'actif dès que c'est nécessaire. Et on va discuter autour de ça et voir pourquoi c'est peut-être pas toujours la meilleure stratégie ou dans tous les cas la meilleure approche pour revenir mettre un peu d'humanité, un peu les émotions quand même dans l'investissement parce que ça en fait partie et quoi qu'on en dise, on pourra pas totalement s'en passer sans couper. Et donc ça, c'est une idée de vidéo qui m'est venue en ce moment. Je lis le livre. Alors attendez, je vais le prendre. Psychology of Money de Morgan Housel. Donc c'est sur la finance comportementale. C'est assez intéressant. Je vous le conseille. Et là, c'est concrètement un sujet un chapitre du livre qui parle de ce thème-là. Et ça m'a paru suffisamment intéressant pour en faire une vidéo. Et pour commencer avec un exemple concret de ce qu'il appelle la différence entre être raisonnable et rationnel, il donne l'exemple de la fièvre. Donc, je peux vous passer l'explication sur le médecin qui a gagné le prix Nobel par rapport à ça. Mais tout le monde sait que la fièvre, ça a une utilité pour combattre les infections. Le fait de monter la température dans le corps, ça va nous aider à combattre les maladies, les infections, et ça va stimuler le système immunitaire. Donc, théoriquement et de manière très rationnelle, le fait d'avoir de la fièvre, enfin, quand on est malade, on devrait laisser la fièvre faire son effet et pas prendre de Doliprane, de paracétamol, d'ibuprofène pour faire baisser la fièvre. Mais très peu de personnes le font parce que tout simplement ça fait mal. Donc les gens ils veulent éviter d'avoir mal et le côté donc rationnel te dirait qu'il faudrait garder la fièvre parce que c'est ce qui marche, ça va favoriser ton système immunitaire. Mais d'un autre côté, raisonnablement, tu n'as pas envie d'avoir mal, sachant que tu as des outils à ta disposition pour te sentir un peu mieux, tu vas les utiliser. Et c'est un peu pareil en investissement, où les gens, au final, la théorie, ce qui est discuté dans le bouquin, c'est que les gens, ils veulent pas la stratégie mathématique optimale qui va permettre de faire le plus de gains possible. Ils veulent juste une stratégie qui va leur permettre de dormir la nuit et qui va leur permettre d'arriver à des objectifs sans forcément avoir trop de douleur ou alors avoir quelque chose qui est complètement pas possible à tenir pour eux. Un autre exemple, après, si tu veux, on pourra discuter. Il dit en 2008, il y a des chercheurs de Yale qui ont fait une étude sur les jeunes, donc américains dans ce cas-là, les jeunes épargnants. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, ils ont les jeunes épargnants, donc pour épargner pour leur retraite aux États-Unis, le système est différent par rapport à la France. Par exemple, c'est pas par distribution, mais par capitalisation. Donc, il faut investir pour préparer sa retraite. Et dans ce cadre-là, donc les jeunes épargnants aux États-Unis, dans cette étude, il a été montré que sur le long terme, ils auraient intérêt à prendre de l'effet de levier, donc 1 pour 2, pour investir dans leur retraite, même en se faisant wipe-out, donc même en se faisant, même en perdant tout leur capital assez rapidement, et même peut-être plusieurs fois. Mais si ils continuaient de faire cette stratégie sur le long terme, en réduisant après l'effet de levier plus tard quand ils seront plus âgés, au final, ils auraient eu des résultats 90%, donc presque le double, plus important que d'investir dans un fonds d'investissement pour la retraite simple, sans effet de levier. Le problème, c'est que, et je pense que ça se comprend tout à fait, qui va se tenir à cette stratégie, c'est-à-dire prendre de l'effet de levier en investissant, en continuant sa stratégie. Imagine le moment, effet de levier 1 pour 2, tu as une baisse de 50% du marché, ça peut arriver sur un Black Swan event, tu perds toute ton épargne, mais vraiment toute ton épargne pour ta retraite. Quelle personne va se dire non mais c'est pas grave, la stratégie de toute façon statistiquement, rationnellement, ça va marcher sur le long terme, donc je m'y tiens, je recommence depuis zéro avec la même stratégie et je sais que je vais gagner dans le futur. Il y a personne ou très peu de gens qui seront capables de maintenir cette même stratégie, et je pense que la plupart des gens, et moi le premier, je chercherai à trouver une autre solution, trouver quelque chose, je me dirais ça n'a pas marché, il faut que je trouve autre chose, alors que rationnellement il faudrait que je continue la stratégie sans fléchir, à me dire non mais ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Sauf que tu aurais eu 2 fois plus de résultats parce que théoriquement tu gagnes toujours de l'argent sur le très long terme sur le marché. Sauf que c'est pas du tout raisonnable pour le coup d'espérer que quelqu'un puisse se tenir à ce type de stratégie sur le long terme. Je sais Ouais, pas puis si tu cette étude que tu dis là, par rapport à l'effet de levier x2, c'est,
c'est sur combien d'années que ça a été fait? Parce que tu prends le cas de quelqu'un, imagine, il fait cette stratégie de levier x2, ça marche pendant 20 ans, et puis au bout de la 20e année, je sais pas, il y a un Black Swan, une correction de 50%, donc il perd l'intégralité de son capital. En moyenne et théoriquement, il faudrait qu'il réattende combien de temps pour espérer récupérer la somme qu'il aurait perdue initialement, tu vois? Parce que ça aussi, en fait, si c'est des études qui ont été faites sur, je sais pas, 100 ans, 120 ans, 200 ans, quelquefois, oui, théoriquement, c'est ce qui se passe. Et on se dit que le marché a été extrêmement haussier et cette stratégie a très bien fonctionné sur les 200 dernières années. Mais aujourd'hui, enfin, on n'est pas capable de vivre 200 ans. Et il suffit que tu tombes sur un laps de temps qui est un mauvais timing, en fait, hein, ça arrive. Hein. À un moment donné où tu as une guerre, ou la Grande Dépression de 29, où il a fallu des années et des années avant de reprendre son précédent plus haut. Pareil, quand il y a eu la bulle Internet, le Nasdaq a mis plus de 12 ans, je crois, avant de reprendre son précédent plus haut. Je ne sais plus si c'était le Nasdaq ou le S&P 500, peu importe. Mais en tout cas, tu vois, il y a des moments où tu peux te retrouver sur des périodes qui ne sont pas forcément opportuns, et te dire, bah, si moi je me trouve là-dedans, bah, en fait, le temps que j'ai perdu, je ne le récupérerai jamais. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si tu avais eu cette info en fait, dans ce bouquin, parce que ça. Alors, j'ai pas été creuser l'étude en soi, et franchement, ce que tu me demandes, ça a été, c'est pas dit, y a pas trop de détails, donc c'est vrai qu'il faut quand même prendre en compte ces éléments-là. Après, je pense que ça se base plus sur le fait que historiquement, et là encore, on en a parlé dans d'autres vidéos, que les modèles peuvent être cassés. C'est pas parce que ça s'est passé, même durant plusieurs dizaines, voire plusieurs siècles, avant, que ça continuera de se produire dans le futur. Mais c'est vrai que du coup, tu as quand même cette tendance historiquement sur le marché des actions à avoir une augmentation. Après, c'est sûr que si tu tombes en fonction des mauvaises périodes, tu peux te retrouver justement de reprendre ta retraite avec un Black Swan Dividend, et du coup te retrouver avec moins d'argent, même si théoriquement tu seras pas complètement wipe out si tu fais ta stratégie correctement, même si effectivement tu peux te retrouver avec une baisse de marché importante. Après, justement, dans Barefoot Investor, il en parle de ça. C'est pour ça qu'il faut prévoir un peu plus que ce que tu aurais besoin. La marge de sécurité, encore une fois, prévoir plus, et peut-être de l'ordre de 20-30%, ce qui peut être considéré comme un Black Swan Event en bourse, pour avoir cette marge de sécurité. Mais là, c'est plus pour illustrer le fait que il y a beaucoup de stratégies qui peuvent paraître rationnelles, mais qu'au final, au niveau émotionnel, on peut pas le tenir, quoi. Tu vois, c'est même au niveau crypto, tu vois, tu te dis, le marché faire ça, et quand ça arrivera à tel niveau de prix, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et quand ça arrive à ce niveau de prix, tu vois, genre, t'es plus du tout rationnel, t'es même plus raisonnable, t'as les émotions qui viennent. Et c'est vrai que d'un côté, tu vois, t'as le, je sais plus comment il appelle ça, je crois un badge d'honneur, tu vois, ouais, il faut être froid, sans émotion, changer de stratégie quand ça va bien, mais au final, quand tu es réellement investi dans ta stratégie, beaucoup investi avec de l'argent, même si tes actifs en plus que tu apprécies, tu as le côté peut-être idéologique qui vient avec. C'est quand même un peu utopique de s'imaginer que tu vas être complètement froid, sans émotion. Après, tu peux préparer ton truc à l'avance, mais moi, et toi c'est pareil, tu vois, pour l'avoir vécu, c'est une chose de le dire quand t'es pas investi dans une classe d'actifs en bear market, quand il se passerait, oui, mais il faut faire une bonne stratégie, c'est ça qui marche historiquement. Puis quand tu es vraiment à l'instant T, tu vois, quand tu as ton portefeuille, tu as des trucs qui montent, tu as des trucs de partout, c'est beaucoup plus compliqué de garder son sang-froid. Ouais, Et bah donc, faut pas surtout quand oublier. tu vis le truc pour la première fois. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, bon, ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant qu'on est dans la crypto. On a fait des erreurs, qu'on continuera d'en faire aussi. Et je pense qu'il faut avoir vécu au minima, je pense, un cycle dans la crypto-monnaie pour avoir vécu, on va dire, à peu près toutes les périodes. Tu vois, les périodes d'espérance, de déception, capitulation, euphorie, etc. Et te dire, bah, une fois que tu as vécu tout ça, que tu as connu un cycle, tu l'as vécu en 4 ans à peu près, parce que c'est à peu près ça les dates des cycles en crypto. Il t'aurait peut-être fallu 20 ans pour voir la même chose sur les marchés tradis type action, par exemple, parce que la volatilité et les risques ne sont pas les mêmes que ceux qu'on est capable de retrouver en crypto. Mais après, je pense qu'avec l'expérience et avec le temps, tu arrives plus facilement à te dissocier de tes émotions et de ne pas réagir sur le coup justement de tes émotions. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en ressentir, parce que bah, on est des humains, hein. Je pense qu'on en ressentira toujours. Mais tu vois, tu prends des personnes comme Warren Buffett, comme tu vois, on cite toujours ces gens-là, les meilleurs investisseurs de tous les temps. C'est des gens qui aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils ressentent encore des émotions, mais ils ne laissent pas les émotions les guider, en tout cas décider pour eux des décisions qui seront amenées à prendre concernant leurs investissements. Et je pense que c'est ça un peu la parité qu'il faut arriver à faire, c'est
Si dans la crypto, à chaque fois que le marché monte, vous vous dites « Ah, punaise, il faut que j'achète » et dès que ça baisse, « Ah, il faut que je vende », bah, en fait, comme on dit tout le temps, vous êtes là dans de la réaction par rapport au marché et pas par rapport à de l'anticipation. Et si vous êtes là-dessus, vous allez vous prendre à chaque fois les portes de saloon des deux côtés, à l'entrée et à la sortie, et vous vous ferez avoir. Donc, ressentir de l'émotion, c'est OK. Par contre, se faire dominer ses émotions, je pense que c'est autre chose. Et c'est là où il faut se former à la psychologie comportementale, au biais émotionnel, au biais cognitif, parce qu'on est des humains. Même des personnes très connues comme Warren Buffett, et je crois que son associé Charlie Munger a écrit un livre justement sur les biais cognitifs qu'il connaît parfaitement, et il expliquait que même lui, qui connaît parfaitement ces biais cognitifs, qui est un investisseur de renom multimilliardaire et qui a écrit ce bouquin, et même lui, encore aujourd'hui, sujet à ça, parce que ça fait partie de la nature propre de l'être humain. Mais ce qu'il explique dans son bouquin, c'est justement de comprendre ses émotions et d'arriver à on va dire plutôt à les dominer, d'arriver à les appréhender, d'arriver à les maîtriser, sans pour autant les annihiler, parce que tu n'y arriveras jamais, parce que ça fait partie de la nature de l'être humain, mais d'arriver à vivre avec et d'arriver à ne pas te faire dépasser par tes émotions pour arriver à prendre des meilleures décisions d'investissement. Ouais, tout à fait. Bah, c'est pas se faire dépasser par les émotions, mais après, c'est le côté aussi raisonnable qu'on a abordé dans plusieurs vidéos, avoir des attentes raisonnables. Et je pense qu'aussi avec l'expérience, il y a non seulement le côté émotion que tu apprends à beaucoup mieux gérer, mais après d'autres investisseurs qu'on a déjà cités. Moi, je continue de citer mon Rick Rules que j'apprécie beaucoup dans son approche. Et lui, en fait, ce qu'il dit avec lui, c'est pareil, il y a des dizaines d'années d'expérience dans certains marchés. Et en gros, plus ça avance, plus il sort tôt, quoi, tu vois, il est beaucoup plus raisonnable dans ses attentes, c'est-à-dire que lui, et après c'est dans le domaine des actions, donc c'est encore moins violent que dans la crypto-monnaie, mais il dit si j'attends qu'il y ait potentiellement un 30, 40, 50, voire un 100% sur l'action, si j'attends un 100%, peut-être que moi, un 30 ou 40%, je suis déjà tout sorti, tu vois, et il loupe la phase où potentiellement il aurait pu se faire le plus d'argent, mais au moins il a verrouillé son principal, il a récupéré des plus-values et il restera dans le marché pour le prochain cycle. Alors que des personnes qui vont attendre et qui vont se dire non mais je vais aller jusqu'au bout, je vais être capable de sortir mes trucs et tout. En plus, dans la crypto avec la technologie, on l'a vu aussi sur la dernière vidéo, sur les airdrops, dès qu'il y a beaucoup d'excitation, tu as les blockchains en PLS, tu as les SEX en PLS, tu vois, non seulement tu as le côté émotion qui va te prendre au trip, mais en plus, tu as le côté technologique, tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais pas si tu vas pouvoir sortir ton argent, tu sais pas si tu vas pouvoir avoir accès à la blockchain, tu sais pas si ça va être tellement chargé que tu vas devoir payer peut-être 2000 balles de frais pour pouvoir sortir. Donc, j'ai envie de dire, il y a en plus ce côté dans la crypto qu'il faut tenir en compte, que non seulement tu auras ton propre stress, tes propres émotions, tu peux essayer de gérer du mieux possible, mais en plus, tu as le côté technique, si tu t'y es pas préparé, franchement, ça va piquer, tu vois. Donc, être raisonnable, on en a déjà parlé, ça fait partie de ça aussi, de peut-être estimer qu'est-ce que ça peut faire et te dire, bon, mais ça peut faire un fois 3. Est-ce qu'un fois et demi, je sortirais pas quand même une bonne partie de mon bag? Et encore une fois, on revient sur, on peut pas s'en vouloir de faire de l'argent. Par contre, passer à côté de perdre son capital comme ça me peut, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Ouais, c'est clair. Et puis les gens, en fait, c'est ça, en fait, je trouve qui est dur aussi avec la crypto, et c'est ce qu'on disait, c'est que on est sur un marché qui est très peu rationnel aujourd'hui, hein, même si ça se professionnalise de plus en plus. Et beaucoup de gens ont des attentes complètement démesurées par rapport à ce qui peut se faire à côté, même si il y a aussi une réalité. C'est que tu vois, on va prendre pour exemple un mec qui a fait un fois 100, un fois 1000. On a déjà donné cet exemple à plusieurs reprises, mais un gars qui a fait un fois 100 et un fois 1000, on va dire, bah tiens, vu que lui, il a réussi à le faire, moi, je vais le faire. Et du coup, on considère qu'on est capable dans la crypto, et c'est vrai que ça a été possible par le passé. Après, est-ce que c'est probable que vous y arrivez? Sûrement pas. Mais on considère que vu que quelqu'un a réussi à devenir multimillionnaire en investissant 1000 euros en moins de 2 ans, bah, ça va être la norme pour tout le monde. Et du coup, tout le monde recherche ça, sauf qu'ils ne se rendent pas compte des centaines de milliers de personnes qui sont restées sur le carreau parce que ils se sont fait scammer, parce qu'ils ont perdu leur capital, parce qu'ils ont investi n'importe comment, parce qu'ils n'avaient aucune gestion de risque. Et quand bien même on arriverait à gagner de l'argent là-dessus, on ne parle pas de la personne qui a gagné du coup beaucoup d'argent et qui a réussi à le conserver après son capital par la suite. Parce que si la seule chose que tu connais, c'est de faire du gambling, de faire du all-in pour faire des fois 100 et des fois 1000 et que tu n'as acquis aucune expérience, aucune expertise, que tu ne sais pas gérer tes émotions, et que la seule chose que tu sais faire, c'est de faire des all-in, bon, bah, tu as réussi une fois, la deuxième fois, ça ne marchera sans doute pas, mais tu considéreras que la première fois où ça a réussi, ça pourrait devenir la normalité, qu'en fait, gagner de l'argent, ce n'est pas compliqué. Ça reste relativement simple. Et tu as des gens qui restent bloqués là-dedans. Tu as des gens qui ont gagné beaucoup d'argent à un moment donné, et c'est un peu
le syndrome du joueur, hein, du joueur de poker, du joueur de casino, hein, des gens qui ont gagné à un moment donné et qui vont continuer à chaque fois de revenir baisser la molette là, pour gagner de l'argent jusqu'à se mettre à dans des positions très compliquées. Donc, nous, notre position avec Théo, Mickaël et tous ceux que vous avez l'habitude de voir, et c'est vrai que ce n'est pas une notion, ou en tout cas des éléments que vous allez retrouver sur YouTube de manière générale, parce que nous, on est très conservateurs dans nos prises de position, déjà parce qu'on ne joue pas avec le même capital qu'on pouvait avoir il y a quelques années en arrière. On n'a pas besoin de faire des fois 1000 pour avoir un changement de vie. À titre personnel, je suis déjà libre financièrement et je sais que l'idée, c'est toujours de faire croître son capital. Mais aujourd'hui, j'ai plus du tout les mêmes montants investis, donc j'ai plus envie de prendre les mêmes risques que ce que je prenais au départ. Et ça, pareil, c'est à prendre en compte. En fait, la vie que vous avez aujourd'hui, elle sera sans doute amenée à évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfants, demain, vous aurez peut-être des enfants, vous n'êtes pas marié, demain, vous serez peut-être marié, etc. Vous allez peut-être changer d'emploi et tout. Et donc, tout ça, ça va être amené aussi à modifier votre profil de risque, vos positions et vos décisions d'investissement. Et ça, je pense que c'est super important de le prendre en compte. Néanmoins, vos émotions, ça va toujours rester le fer de lance et je suis convaincu qu'aujourd'hui, ce qui va déterminer la réussite de quelqu'un sur le long terme, et je ne parle pas sur 1 an, 2 ans, mais vraiment, tu vois, sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années, c'est à la fois la méthodologie. Je pense que si on n'a pas de méthodologie, qu'on ne suit pas des grands principes comme, tu vois, les intérêts composés, comme le fait de comprendre que la valeur de l'argent qu'on a aujourd'hui, ça a plus de valeur l'argent qu'on a aujourd'hui que celle qu'on aura demain, la gestion de risque, le rendement, etc., etc. Toutes ces grandes notions qu'on vous présente, en plus de la méthode, en plus de la stratégie, ce qui va jouer sur vos résultats sur le long terme, c'est surtout après votre mindset et votre psychologie. Mais la majorité des gens, en fait, se moquent de ça. Ils veulent tout de suite, quand on leur parle d'investissement, ils vont tout de suite dire oui, c'est bon, j'ai compris le mindset, donne-moi maintenant les cryptos sur lesquels il faut investir. Et le truc, c'est que tu peux donner, imagine, tu prends un portefeuille avec 5 cryptos. Ces 5 cryptos, c'est des super projets qui font des super performances sur le prochain bull run. Et imagine que ce portefeuille, il fait un x100 sur le prochain bull run. Tu prends ce portefeuille-là, tu le donnes à 100 personnes différentes, et ben, je suis sûr que dans le lot, tu auras des gens qui perdront de l'argent, tu auras des gens qui seront à break-even, et tu en auras d'autres qui seront une minorité, qui arriveront à gagner de l'argent. Tu vois. Parce que, en fait, la réalité, c'est qu'on a beau vous donner les projets, on a beau vous donner toutes ces notions-là, si derrière vous ne maîtrisez pas ce que vous faites et surtout vous ne comprenez pas vos émotions, vous n'arrivez pas à adapter la méthode, la stratégie à votre situation personnelle, ben en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, vous allez toujours être en train de rechercher la nouvelle opportunité. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. La réussite, ça prend du temps. Ouais, c'est clair. Et après, il y a un autre point que je voulais aborder dans le bouquin qui va un peu dans ce sens-là, au final, c'est le fait de se tenir sa stratégie. Et c'est vrai qu'on en parle souvent d'avoir sa stratégie, de s'y tenir. Et là, et un point intéressant qui va un peu aussi à contre-courant de ce qu'on entend souvent, c'est qu'il faut quand même avoir une part, à défaut de mieux, je vais dire amour, mais il faut quand même un peu aimer un minimum ce qu'on fait et les titres, dans ce cas-là, les actifs dans les cryptos dans lesquels on investit. Et il faut être au moins en partie un peu convaincu du projet, un peu voilà, être intéressé et au moins partiellement investi. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en gros, il dit si tu te retrouves à perdre de l'argent sur quelque chose que tu n'aimes pas, en plus c'est un peu la double peine, tu vois, c'est pour accepter ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est ce qui se passe à beaucoup de gens. Ils avaient une stratégie, peut-être au début, ils se disent ah, je vais rentrer dans la crypto pour l'argent facile. Ils se retrouvent à perdre un petit peu d'argent, alors qu'ils pensaient peut-être en investissant que ça allait que grimper, cette fois-ci c'est différent et tout. Et du coup, ils se retrouvent à perdre de l'argent sur quelque chose qui sont venus là de manière totalement opportuniste sans forcément trop se renseigner. Et du coup, c'est là, tu vas vendre rapidement. Alors que par exemple, sur le Bitcoin, ceux qui font plus d'argent, c'est ceux qui le conservent sur de très longues périodes. Je me suis amusé à regarder avant de faire la vidéo au prix où ça en est. Alors, encore une fois, pas au centime près, mais je pense aujourd'hui, on est début avril 2023, on parle de 28 000 euros. Concrètement, ouais, euro-dollar, dans ces ordres de grandeur-là. Et concrètement, il y a eu juste une période entre janvier 2021 et mai 2022, donc 1 an et demi, même pas, où le prix était supérieur. Donc si vous étiez rentré à n'importe quel moment en dehors de ces périodes-là, aujourd'hui, vous serez en positif. Et même durant ces périodes-là, si vous étiez sorti au bon moment, enfin, ça dépend à quel moment vous avez des points d'entrée, vous pourriez être en positif durant ces périodes-là. Pas actuellement, parce qu'actuellement, vous serez sous l'eau. Mais concrètement, ça veut dire que dans toute la majorité de la vie grande majorité de la vie du Bitcoin, si vous l'aviez acheté à n'importe quel moment dans le temps, et le plus tôt, le mieux, vous serez en positif. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent parce que la majorité des gens qui investissent, ils le font au mauvais moment, justement dans cette période de temps où c'est
moins intéressant parce que il y a déjà le risque qui est le rendement par rapport au risque est plus du tout intéressant. Pardon. Ouais, puis il y avait un truc, c'était les études, en tout cas sur le Bitcoin pour l'instant, c'était que, on verra si ça sera toujours le cas par la suite, mais c'est que si tu avais fait un DCA que tu avais acheté par exemple toutes les semaines depuis l'historique du Bitcoin, sur une période supérieure à 3 ans, tu ne pouvais pas être dans le négatif. Jusqu'à présent, c'est ça. Tu fais un DCA toutes les semaines, tu ne te poses pas la question est-ce que c'est le meilleur moment, est-ce que c'est pas le meilleur moment et tout. Bien évidemment, il y a des stratégies meilleures que vous pouvez être amené à mettre en place pour augmenter vos performances. Mais en tout cas, historiquement parlant, quelqu'un qui avait fait un DCA régulièrement toutes les semaines pendant 3 ans, enfin sur des périodes de temps entre 3 et 4 ans, était forcément dans le positif. Il y a eu un exemple qu'on donnait souvent aussi, c'était qu'on disait sur chaque cycle, le précédent plus haut jouait le rôle un peu de support lors du cycle précédent. Tu vois, en 2013, le plus haut, c'était 1100 $. Bon, bah voilà, dès qu'on a dépassé les 1100 $ en 2016-2017, on est passé à 20 000. Et en fait, historiquement parlant, c'était ce qui s'était passé, sauf finalement le dernier cycle qu'on a tous connu, où ça n'a pas vraiment été le cas. Donc, vous voyez qu'en fait, que l'histoire n'est pas forcément immuable non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que plus vous allez avoir un horizon de temps qui va être long, plus vous allez avoir une stratégie que vous allez être capable de tenir et surtout que vous allez comprendre et de garder véritablement sur le long terme, plus ça va augmenter vos chances de résultats. Et le plus dur, moi, c'est l'expérience que j'ai eue aussi, c'est que vous avez beau faire les recherches, les analyses, etc. Là où vous allez être testé, c'est au moment justement où ça va baisser, où ça ne va pas se passer comme prévu. Et quand bien même vous auriez prévu ces fluctuations et ces baisses importantes, parce que dans la crypto, vous le savez de toute façon que c'est un marché qui est volatile, au moment où ça vous arrive, vous allez quand même douter, même si vous le savez. Et je pense que c'est encore plus exacerbé dans la crypto, parce que déjà la volatilité est beaucoup plus importante, mais surtout parce qu'on n'a pas le recul aussi important qu'on est capable d'avoir aujourd'hui sur des classes d'actifs beaucoup plus implantées, comme le marché action par exemple, où ça fait plus de 100 ans maintenant, bien évidemment que ça existe. Et là où on peut s'orienter beaucoup plus facilement, par exemple, vers des stratégies d'ETF, des stratégies à dividendes, parce qu'on sait que ça fait des années que ça existe, avec des boîtes des fois qui sont là depuis plus de 100 ans, là où la crypto qui a à peine 14 ans, c'est quand même difficile de savoir parce qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui d'inconnus. Donc, l'intérêt aussi d'avoir je pense, des attentes qui sont raisonnables, parce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de parler, même pas en termes de pourcentage de rendement, mais en termes de multiples, ce qui n'est absolument pas le cas dans les autres classes d'actifs. Vous n'allez pas acheter un bien immobilier ou votre résidence principale parce que vous pensez tout de suite que vous allez faire un x10 dans les 3 prochaines années. Ça ne se passe pas comme ça. Et pareil en bourse, ou alors vous faites du gambling. Mais on parle plutôt en termes de pourcentage de rendement, pourcentage annualisé qui sont lissés pour mettre en place vos intérêts composés. Il n'y a qu'en crypto où on parle directement en termes de multiples. Et ça, je pense que c'est possible parce qu'on est encore sur un marché qui est très jeune, peu mature, même s'il devient de plus en plus mature, mais très jeune, et qui sera amené, je pense, à se démocratiser de plus en plus. Donc, plus tard, on parlera plus en termes de multiples, on parlera en termes de pourcentage de rendement avec des rendements qui se rapprocheront plus de ceux qu'on est capable de retrouver sur les autres classes d'actifs que je vous ai citées, comme la bourse et l'immobilier, et comprendre qu'à l'heure actuelle, votre décision d'investissement va vraiment être liée par rapport à la période dans laquelle on se trouve. Donc, le risque et le rendement que vous allez être capable d'avoir aujourd'hui n'auront rien à voir avec les risques et le rendement que vous serez capable d'avoir et vous serez capable de supporter dans plusieurs années dans l'écosystème crypto. Ça, je pense qu'aussi, c'est important de prendre en compte. Tout à fait. Et du coup, là, ce qui est un peu la clé, encore une fois, c'est avoir sa stratégie et être capable de la maintenir sur le long terme et pas bon, mentalement et aussi financièrement, être capable de ne pas se faire sortir, de ne pas pouvoir continuer à sa stratégie. Si on pense que c'est ce qu'il faut faire et si statistiquement, historiquement, c'est ce qui a permis de marcher, si tu peux continuer là-dessus et continuer cette stratégie sur le long terme, c'est ça qui fait la différence au final. Et ceux qui font la girouette, qui arrivent de manière opportuniste sur le haut du pic en disant je vais faire la crypto maintenant, après on va passer au NFT, après je vais me faire rect, la crypto ça marche pas, c'est pourri, je vais changer, je vais aller faire du forex trading, ça marche pas, je vais aller faire business en ligne, ça marche pas. Et au final, quand tu fais de la girouette et que tu tiens pas, plus j'avance, moi plus je me dis au final ce qui marche dans la vie, c'est prendre une stratégie, quelque chose qui a marché, ça a été démontré que si tu dis tiens ça marche et t'y tenir. Mais le problème c'est qu'il y a très peu de gens au final qui sont capables de continuer année après année, tu vas mettre les choses en place, à continuer sur un truc jusqu'à ce que ça marche. Et il y a plein d'événements, et on l'a dit dans d'autres vidéos, où c'est justement les résultats, et les plus gros résultats,
c'est un peu des tail events, des événements où des événements pour le coup mais qui sont issus toujours d'un processus, tu vois. C'est le mec, il a gagné beaucoup d'argent à un certain moment, mais ça fait peut-être 10, 20 ans qu'il travaille dessus, tu vois. Et c'est juste le fait d'avoir mis toutes ces choses en place durant une grande période de temps qu'il y a cet événement qui est arrivé parce qu'il s'est mis dans une position de pouvoir en profiter. Mais c'est un peu une utopie de te dire que toi, en arrivant rapidement, tu vas voir, parce que on regarde encore une fois, c'est ce qu'on dit souvent, mais on regarde cet événement qui nous intéresserait d'en faire partie, comme gagner au loto, pour le côté événement chance. Et après, quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, on dit, mais j'aimerais bien avoir du succès comme lui ou avoir son argent et tout. Mais on a tendance à un peu oublier tout le processus et la stratégie dans laquelle il s'est tenu pendant sûrement plusieurs années, avec les gamelles peut-être qu'il s'est pris, l'émotion qu'il a dû se prendre en négatif ou en positif pour arriver à ce niveau-là. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder, parce qu'on arrive à actualiser des fois nos modes de pensée et comment on raisonne. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais plutôt tendance à dire que tout ce qui est day trading, stock picking, tout ça, c'est peut-être, il faut pas en faire parce que c'est vrai que c'est pas rationnel pour le coup, parce que les stats sont contre toi, et ça c'est vrai, et j'en demanderai pas. Par contre, ce qui est abordé aussi dans le bouquin, c'est qu'en gros, il dit si ça te permet d'assouvrir un petit peu tes pulsions entre guillemets, ou juste voilà, ça te démange de faire ça. Et si juste ça te permet de gratter un tout petit peu et du coup de laisser de côté ton investissement principal, d'avoir le gros de ton capital dans des stratégies plus long terme. Mais si vraiment tu es fan et tu as vraiment envie de faire un petit peu de day trading ou stock picking sur une toute petite partie de ton rationnel, de ton portfolio, c'est peut-être pas rationnel, mais c'est peut-être raisonnable si et uniquement dans le cas où la majorité de ta stratégie et ton argent, il n'est pas là-dessus. Mais si c'est vraiment ton kiff de faire ça, pourquoi pas, tu vois. Et moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de temps en temps, alors pas faire du trading, mais aller faire un peu, tu vois, genre aller investir dans les shitcoins, mais vraiment un tout petit peu juste pour tester, tu vois, juste pour voir le pump, voir le machin. Mais c'est vraiment, tu vois, avec des miettes, des fractions de poussière de mon pack, juste pour tester. Et le gros, et le bon principal, il était vraiment sur totalement d'autres choses. Mais c'est vrai que quand il y a tout qui bouge et tout, rester franchement des mois à rien faire avec ton bag comme ça, à attendre que tu arrives sur tes niveaux de sortie, c'est compliqué. Donc si ça peut éviter de te faire des conneries, pour parler mal, d'aller vendre au mauvais moment ou de switcher de bag sur tes plus grosses positions, et bien, de prendre un peu d'argent et aller t'amuser avec ça, même si statistiquement et rationnellement tu vas pas gagner d'argent, si ça te permet de continuer ta stratégie principale sur plusieurs années, pourquoi pas, tu vois. C'est vrai que j'avais tendance à dire à pas le faire, mais si franchement c'est quelque chose que tu as envie de faire, tu te dis c'est vraiment quelque chose qui me plaît et j'ai envie d'en faire, pourquoi pas, mais sur une petite partie sans mettre en danger la stratégie principale qui pour le coup statistiquement tu as plus de chances d'en gagner, même si encore une fois il n'y a rien qui est sûr en investissement. Ouais, c'est ça, et c'est ce que font, ce que malheureusement beaucoup de personnes ne font pas forcément. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur fonds de portefeuille ou leur bague, principale, qui investit sur une stratégie durable avec peut-être des classes d'actifs beaucoup plus implantées, tu vois? Avec un vrai historique et tout, qui se disent tout de suite: «Bah, moi j'ai, je sais pas, j'ai, 10 000 €, 20 000 € et je vais tout mettre sur une action, je vais tout mettre sur un shitcoin, je vais tout mettre sur un portefeuille de scalping, par exemple, ou de day trading». Et malheureusement, je pense que c'est là où beaucoup de gens font l'erreur parce que peut-être qu'il vous aura fallu, je sais pas, je connais pas votre capacité d'épargne, mais s'il vous a fallu, je sais pas, 3-4 ans pour mettre cet argent-là de côté d'épargne, si vous perdez tout en 2-3 mois, bah, c'est 3-4 ans que vous récupérerez jamais. Il va falloir que vous retravailliez de nouveau pendant 3-4 ans pour récupérer ce capital-là, pour repartir sur des bonnes bases. Donc en fait, il faut vraiment prendre ça en compte et que le capital, c'est l'outil de travail de l'investisseur. Voilà. Comme un maçon qui aura besoin d'un marteau pour créer une maison ou un charpentier pour créer une charpente, ben voilà, aujourd'hui, vous, si vous êtes investisseur et que vous avez un tout petit capital, il va falloir apprendre à le faire grossir tout en gérant votre risque, parce que si vous perdez votre capital, vous repartez de zéro et vous ne pouvez plus travailler du tout. C'est les règles de Warren Buffett, hein. Il disait il y a il y a 2 règles dans la vie. Première règle, ne pas perdre d'argent. Deuxième règle, regardez la première règle. Voilà. Bon, ben, c'est ça. Et je pense que ça, c'est une bonne idée en tête. Et après, ben, je pense que quand on parle d'émotions, de biais cognitifs, etc., je pense que c'est bien de se renseigner dessus, comprendre qu'on ne pourra jamais les enlever parce que ça fait partie de notre nature d'être humain, mais que derrière, ça, vous allez pouvoir être en mesure de les apprivoiser, de les appréhender, de comprendre mieux aussi comment vous allez pouvoir expérimenter les choses en passant à l'action et en vivant les choses en même temps que vous allez investir. Si vous connaissez toute la théorie et que vous n'avez jamais investi, vous ne pourrez jamais savoir véritablement
comment vous allez pouvoir réagir à l'instant T. Si vous pensez qu'aujourd'hui, votre limite, c'est 10 000 euros en termes de volatilité concernant le portefeuille que vous pouvez investir dans la crypto-monnaie, et même si vous gérez correctement votre risque, vous n'en avez aucune idée. Peut-être que pour vous, la limite, ça va être 1 000 euros. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous invite tout le temps à commencer petit, apprendre, et au fur et à mesure que vous commencez à apprendre, à appréhender le système, surtout si vous êtes là sur le long terme, vous pourrez après incrémenter au fur et à mesure, mais commencez pas trop haut, trop vite, parce que vous allez vous cramer les ailes et la majorité des personnes qui investissent dans la crypto, malheureusement, perdent de l'argent. Ouais, tout à fait. Le but, c'est vraiment de rester le plus longtemps d'être dans le jeu le plus longtemps possible pour pouvoir continuer de jouer quand les autres se font sortir. Et c'est là où vraiment, historiquement, tu as le plus de chances d'être gagnant au final. C'est pas en rentrant sporadiquement, en faisant n'importe quoi, en prenant beaucoup de risques. Ça peut marcher, mais les stats sont pas de ton côté. Et contrairement, si tu fais un truc qui statistiquement marche et tu le répètes en boucle et tu restes suffisamment longtemps pour justement profiter de ces effets et que les statistiques soient avec toi, ben voilà, ça se comprend tout seul que théoriquement tu devrais être dans une bien meilleure position que celui qui met pas tout ça en place. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. On sera amené bien évidemment à en reparler de ces sujets-là parce que c'est hyper important. C'est pas des choses qui sont très très parlées, j'ai envie de dire, même si c'est pas trop correct, mais qui sont pas trop discutés, j'ai l'impression, et pourtant c'est le cœur de l'investissement, de pourquoi et comment réfléchir, se mettre dans des bonnes positions pour comprendre aussi ce qu'on fait et avoir justement pouvoir garder une stratégie, pouvoir garder le mental justement quand les choses sont un peu moins bien que ce que ça aurait pu être. Donc, si ça vous a plu ce type de contenu où on échange librement sur des sujets, pas forcément que sur la crypto-monnaie, mais des choses assez transversales et qui de toute manière jouent, mais n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Je vous mets aussi dans la description le lien de la chaîne de Thibaut, qui parle aussi des sujets investissement, finances personnelles, mais aussi entrepreneuriat, donc transversal et complémentaire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et finalement, je vous mets mon guide offert pour avoir les bases de l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc voilà, ça sera dans la description. Et du coup, pour notre part, on vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt. À bientôt.